Lecture sur le fil. Sur le fil du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent, pour le partager, le fil de leurs idées. Aujourd'hui, pour notre nouvelle séance de lecture sur le fil, nous avons le plaisir d'accueillir Étienne Kern, qui est donc le lauréat du Goncourt du premier roman 2022, Les Envolées. Et c'est Anne-Marie Payet qui va nous présenter son écriture, son style, ce qu'elle en a dégagé. Anne-Marie Payet, comme vous le savez, est maîtresse de conférences à l'École normale supérieure, où elle enseigne la linguistique et la stylistique. Elle est spécialiste de l'ironie et de l'humour. Ses publications s'étendent de La Fontaine à Desproges et elle s'intéresse également aux écritures romanesques du XXIe siècle. Elle a notamment nous avons co-dirigé un volume ensemble sur la langue de l'écrivaine Léonore de Recondo. Et puis, vous savez qu'elle anime un atelier théâtre à l'École normale supérieure. Donc Anne-Marie, c'est à toi, nous t'écoutons. Bonjour à tous. Voilà, je voulais commencer cette séance. D'abord, je suis très heureuse de parler du très beau livre Les Envolées d'Étienne Kern. Et puis, nous nous sommes connus à l'école il y a quelque temps. Et nous avons de la famille dans le même petit village alsacien dont il est question dans le livre. Alors, je voudrais commencer par un hommage à Christian Bobin, dont la mort nous a tous chagrinés. Un tout petit texte. C'est imprévisible et cela vient de n'importe quel horizon. La nouvelle de ta mort m'est délivrée par petites touches, par à-coups. Je crois à chaque fois l'avoir entendue, apprise, comprise, et puis non. C'est comme si tu étais parti à l'étranger sans laisser ton adresse, mais en écrivant. Et comme là-bas il n'y a ni encre ni papier, tu te sers de n'importe quoi pour tes lettres, une odeur de seringa ou de violette, tes fleurs préférées, un mouvement des lumières. Ou comme aujourd'hui, l'image d'une allée d'arbres à la télévision. Je ne sais pas pourquoi une si faible image me remet devant ta mort. Ce n'était même pas un arbre réel, juste des points de couleur sur un écran. Et voilà, j'ai à nouveau appris que nous ne nous promènerions plus ensemble, que le bruit du vent dans les feuilles d'acacia avait divorcé d'avec la rumeur de ton rire. J'apprends chaque jour ainsi. Il faut croire que j'oublie au fur et à mesure. Nous, les vivants, sommes devant la mort de bien mauvais élèves. Les jours, les semaines et les mois passent, et c'est toujours la même leçon, au tableau noir. Voilà, je passe maintenant à la lecture sur le fil des Envolées d'Étienne Kern, un prix Goncourt du premier roman. Et c'est l'auteur qui m'a fourni lui-même le fil de lecture. Je lis « Il m'a semblé que le livre, s'il devait exister, ne pouvait être qu'un bruissement parcouru de silence, plein de blancs et de fantômes. » Page 143. On reconnaît l'hommage à Barthes dans ce bruissement, mais je retiendrai surtout pour ma part l'idée d'un texte parcouru de silence, troué de blanc, pour un style sobre et tout en retenue. Le titre est déjà programmatique de cette légèreté, malgré la gravité du sujet. Comme signifiant, il insuffle une certaine apesanteur, avec l'allitération des deux liquides, L, enrichie d'une assonance en et, les envolées. Et comme signifié, il présente une expression allusive et paradoxale. L'envol connote l'élan, la vie, mais ici, l'envol est indissociable de la chute, bien sûr. Et le terme d'envol et d'envolée sont rares dans l'œuvre. Peut-être une occurrence de s'envoler, une de voler. Et on trouve envol, mais dans une phrase négative. Il ne rêve pas de grandeur, d'envol, de gloire, il veut faire le bien. Et l'œuvre est plutôt emplie de chutes, concrètes ou symboliques. Ainsi, l'exaltation de l'inventeur est décrite comme une chute. C'est une chute lente, acceptée, exaltée. Franz est appelé par des voix qu'il est le seul à entendre. Il porte son rêve comme une blessure au flanc. Il est ivre, il est heureux. C'est que les envolés sont précisément ceux qui n'ont pu s'envoler. La forme résultative du participe passé indique la mort par euphémisme. Enfin, le pluriel est énigmatique et reste à élucider. Pourquoi ce pluriel quand on dit l'histoire d'un inventeur ? D'un inventeur. Alors, le livre parle aussi de l'ami aviateur de l'inventeur, Antonio Fernandez. Il meurt aussi. On parle d'un élan collectif, une génération rêvant de vol, page 29, ces damnés qui lançaient de gros jouets vers le ciel sans savoir qu'ils y creusaient leur tombe. Mais d'autres disparus, surtout, sont évoqués, qu'on va découvrir au fil du texte. Une allusion à la fin de la deuxième partie, la mort du grand-père,
puis à celle de l'ami M en troisième partie. Donc une légèreté, mais lourde de sens. L'euphémisme du titre se fait d'emblée l'indice d'une écriture allusive, pleine de blanc. En effet, l'écriture des envolées est aérée, on dirait même presque aérienne. On y découvre un style héritier de l'écriture blanche, aérée de toutes sortes de blancs et de silences signifiants, avec le séquençage du texte qui souligne ou crée les blancs, la ponctuation blanche qui multiplie les alinéas, les ellipses temporelles, le style coupé et la phrase, souvent limitée au noyau prédicatif. J'ai noté Kern, ça veut dire le noyau. Et la réticence et toute forme d'implicite. Alors, je prendrai en première partie cette poétique du discontinu, ensuite le laconisme et le style coupé, dans les phrases et les enchaînements, et enfin le non-dit et l'implicite. D'abord, pour cette poétique du discontinu, comment silence et blanc sont liés à une discontinuité structurelle qui est celle de la composition du livre. Et la discontinuité est d'abord énonciative. Chaque partie, il y en a 5, fait alterner régulièrement la narration à la personne 3, on compte 17 chapitres narratifs, et le discours d'une voix octoriale adressée au personnage, en tu, 17 séquences également, en italique, que j'appellerai séquences par commodité pour les opposer aux chapitres narratifs. Ce discours agressé crée une proximité qui réduit la distance historique. On peut constater en fait un croisement paradoxal dans ce choix, même si c'est un choix qui est fait par d'autres auteurs. Il a ceci de particulier que le récit plus distancé à la personne 3 est le lieu où s'invente l'intimité du personnage, tandis que le discours adressé en italique s'écrit à partir des documents historiques. C'est d'abord un commentaire des photos et du film découvert sur Internet, accessible d'ailleurs sur YouTube. Mais ce tu d'adresse va faire naître un jeu qui nous introduit dans l'intimité de l'auteur. Il prépare la résonance secrète de l'histoire de France avec l'expérience de ce jeu qui commence à s'exprimer dans la 6e séquence en fait. Tu étais tout ce qui m'obsède, le souvenir des corps qui chutent. Allusion qui sera précisée lors de la 9e séquence. Alors j'ai numéroté les séquences en italique par commodité. Et ce sont sur 2 séquences en italique que se font l'incipit et la clôture du livre. Alors la discontinuité est créée également par un séquençage systématique qui installe des silences à tous les paliers du texte, comme il y en a pour la Tour Eiffel, des étages. Le livre se compose de 5 parties, divisées en chapitres, alors 4 pour les 3 premières, et les parties 4 et 5 sont plus courtes. Ces chapitres sont eux-mêmes divisés en sections de nombres variables, entre 2 et 5, isolées par l'astérisque. Et enfin, chaque section multiplie les alinéas, on y reviendra. Cette aération du texte, elle sert la dramatisation. Les blancs accentuent la retenue et la sobriété, par exemple, lors de l'acmé du roman, en fin de 3e partie, où se répondent 2 morts, celle de la petite Alice, fille de Louise, l'employée de France, et celle de M, l'ami de l'auteur, en séquence en italique, une séquence de 3 lignes sur une seule page, entourée de blanc. Et la phrase de clausule qui dit la mort de la petite Alice est isolée en tant que phrase paragraphe. On en compte beaucoup dans l'œuvre. Alice mourut le dimanche d'après, sans s'être réveillée, page 110. Et à la fin du livre, le chapitre qui narre l'instant crucial du saut de Franz est présent, au présent, se fait au présent. Il se divise en 6 sections, dont 2 s'ouvrent sur « Il est 7h30 », puis « Il est 8h10 », qui scandent l'approche du saut mortel. Alors j'aimerais m'attarder sur les débuts de chapitre qui créent le blanc en s'ouvrant in medias res sur une référence allusive. Parce qu'on a un style dépouillé, mais aussi dépouillé de son référent souvent. On prendra l'exemple de l'incipit du livre, in medias res, que Étienne va nous lire. Merci. Tu as les yeux fermés, les bras ballants, la tête légèrement penchée. Tu portes une large casquette, des gants, des souliers vernis, une combinaison de couleurs sombres qui fait comme une bouée au-dessus de tes épaules. Tu es l'image de la douceur. On dirait l'artiste qui, au moment de saluer son public, chavire sous le poids d'un amour débordant. Dans l'angle supérieur droit, une série de diagonales dessine ce qui ressemble à des visages. C'est l'un des piliers de la Tour Eiffel. Juste en dessous, un flamboiement noir, un arbre. Tout le reste est gris pâle, presque blanc. Blanc du ciel, blanc du sol, couvert de sable. Et sur ce blanc, une autre tache noire, presque au centre de la photo, un peu à ta droite, la silhouette d'un homme qui marche.
Tu vas te mettre à marcher toi aussi. Tu vas rouvrir les yeux, les lever vers le ciel, t'approcher du pilier et t'engager lentement dans l'escalier. Merci, c'est très émouvant pour moi d'entendre ce texte que j'ai beaucoup lu, ratissé, et de l'entendre avec cette belle voix émue. Voilà. Alors, vous avez vu, déjà, le blanc est présent, hein, thématisé dans le texte. La référence est d'abord brouillée par un court-circuitage référentiel, assimilant représentation et représenté. On ne sait pas immédiatement qu'il s'agit d'une photo. Hein. Tu as les yeux fermés, les bras ballants. Et le terme de photo n'est explicité que la ligne 12 et annoncé par la précision dans l'angle supérieur droit, hein, ce qu'on peut appeler dans le jargon une cataphore associative. Presque au centre de la photo, un peu à ta droite. Cette fois, superpose le regard d'un observateur de la photo, mais une vision ordonnée du dedans, à partir du point de vue du personnage, parce qu'à ta droite, c'est à la gauche de l'observateur. Donc on est déjà dedans, la photo. Seule manière de pénétrer dans le monde du personnage, puisqu'on n'a rien d'autre au départ. Hein. Et c'est une plongée donc déictique in medias res qui superpose deux scènes avec le présent de l'observateur et celui que la photo raconte. De la photo figeant l'instant naît le mouvement d'une narration par l'aspect imminent. Hein, tu vas rouvrir les yeux, les lever vers le ciel et t'engager lentement dans l'escalier. Mais avec cette description de la photo, on commence aussi par la fin de l'histoire, hein, puisque l'incipit et l'explicite se répondent avec l'ascension des marches puis la chute. Et on commence, c'est important, on commence par cette direction ascensionnelle qui consiste à monter les marches avant de se jeter en bas. Peut-être une référence aussi au mouvement, à la verticalité des envolées. On a alors ce même genre de plongée déictique dans le début de la 4e séquence en italique. Cette photo-là date du matin même, le 4 février 1912. On y est, c'est pour tout à l'heure. Mais là, le futur place bien le narrateur en surplomb, qui met en perspective une temporalité liée à un au-delà de l'image. Hein. Tu crois en cette chose dans ton dos qui, dans 10, 20, 30 minutes plus tard, qui 10, 20, 30 minutes plus tard, ne s'ouvrira pas. Alors on dit un peu trop vite peut-être qu'on est dans le non-dit, alors que finalement l'auteur nous livre immédiatement la mort. Hein. Moi qui ne connaissais pas trop l'histoire, on est au courant, soit par Internet, soit parce que Étienne Kern nous le dit. Hein. Donc le non-dit, il va être décalé peut-être. C'est pas le non-dit de la suspension classique d'un polar. Qu'est-ce qui va se passer quand il se jettera dans le vide ? Alors là, je parlais surtout de la déliaison des Blancs, cette déliaison qui n'empêche pas parfois de tisser une continuité, ou plutôt la discontinuité peut naître parfois d'une continuité éclatée. Par exemple, avec ces deux débuts des séquences 5 et 6, il existe un film aussi, donc relié à la photo. Et puis 10 pages plus loin, on a le début de la séquence 6, ce vieux film en noir et blanc, je l'ai découvert un soir d'hiver sur Internet, page 58. Donc on a l'impression que ça peut être un début in medias res sur un déictique, mais en fait, c'est aussi une anaphore de la séquence précédente. Hein. Et dans la dernière séquence, on lit ici « J'arrête le film ». J'ai peut-être une question à poser à Étienne, c'était est-ce que ces séquences ont été découpées ensuite ? Est-ce qu'elles étaient rédigées dans un continuum, justement, qui fait qu'on s'aperçoit d'un lien ? Mais nous, dans un second temps, on s'aperçoit qu'il y a ce lien. Oui, je crois que le second temps est venu aussi dans l'écriture. En fait, c'est un travail par agglutination de petites cellules qui après tendent à s'autonomiser et qui ont beaucoup bougé, je l'avoue, avant la version finale du texte. C'est intéressant, donc ça conforterait l'idée que là, on a ce vieux film, c'est le film dont je viens de parler. Oui. D'une séquence à l'autre, d'accord. Oui. Et après, il y a cet écart, ce blanc qui se crée, c'est intéressant. Alors, on a la même chose avec les séquences 15 et 16 en italique qui sont liées. Et la séquence 16 est la suite directe de la séquence 15 d'une errance à Paris. Hein. Et on a, dans la séquence 16, quand j'ai repris mon errance dans Paris, je me suis dirigée vers la Seine. Et cette errance donc renoue avec la précédente, qui fait passer d'un lieu à l'autre, de l'Opéra Bastille à l'Opéra Garnier, étrange ironie qui relie les quartiers de M, l'ami, et de Franz. Alors il y a un petit temps que j'ai intitulé dans l'exemplier présentatif sur fond blanc. J'ai noté une prédilection pour l'ouverture de chapitres ou de sections par un présentatif, en C, qui débute sur un implicite, sur un déjà là, un référent allusif, et qui crée un effet d'immersion à partir de ce blanc. Alors, les plus simples, ce sont les C qui présentent une date, qui inscrivent un cadre. C inscrit l'événement, mais en le présupposant, contrairement à un circonstant de cadrage et un passé simple qui poserait l'information dans le récit traditionnel. Donc on a beaucoup ces incipits de section. C'était les premiers jours d'avril 1910,
page 54, enfin, si vous voulez le passer en document partagé. Je l'ai mis déjà. D'accord, merci beaucoup Cécile Veil. Alors, c'était les premiers jours d'avril 1910, ou des débuts de séquence en italique, la 9e évoquant la chute du grand-père, c'était un jour de 1977 dans la ville où j'ai grandi en Alsace, ou la 15e séquence, c'était en 2016, le dernier jour de novembre, qui est la séquence pèlerinage sur les lieux du suicide de M. Et là, évidemment, j'ai pensé à un procédé flaubertien dans Madame Bovary, l'incipit du chapitre 5 de la deuxième partie. Ce fut un dimanche de février, une après-midi qu'il neigeait. Je ne sais pas si c'était conscient, mais c'est un début que j'aime beaucoup dans Madame Bovary, donc ça m'a frappé. Alors on a une variante du présentatif d'ouverture avec la négation, suivie d'une correction. Ce n'était pas vraiment de la neige, mais une poussière blanche qui flottait dans l'air du soir, plus légère et plus lente que la pluie. Appuyé à la rambarde, Franz commençait à avoir froid. La vapeur glacée s'épaissit peu à peu et le miracle enfin eut lieu. Des flocons se détachèrent de la brume, d'abord minuscules, hésitants, puis soudain plus insistants. Ils oscillaient autour de lui, se posaient sur sa peau et disparaissaient, bientôt remplacés par des dizaines, des milliers d'autres qui voltigeaient un instant, puis s'en allaient mourir sur le sol. Alors, je le donne en intégrale parce que c'est un de mes passages préférés. Alors, on a une autre variante de « c'est » avec le présentatif « il y a », mais au passé simple, cette fois en début de section, page 105, « il y eut les derniers jours d'automne, puis l'hiver ». Ou bien, ce présentatif dans une phrase clivée, c'est X qui, en début de chapitre. C'est Maurice qui, le premier, entendit parler de l'arrivée d'Emma Fernandez. C'est une façon, donc, de présupposer l'arrivée d'Emma et non de la poser. Il y a aussi une grande légèreté dans la manière de délivrer l'information, une sorte de suspension, on le verra. Plus complexe, le présentatif peut introduire une désignation allusive. Il présuppose souvent un référent dont la désignation va être retardée. En début de section, page 29, on lit « Ce fut un éblouissement ». Du jour au lendemain, Antonio ne voulut plus entendre parler de couture. Antonio, c'est l'ami qui est aussi tailleur pour dames, comme Franz, et qui va se passionner pour l'aviation. Alors, par cataphore, la phrase en C conceptualise tout ce qui suit. Ce fut un éblouissement, quoi ? Eh bien, cet engouement. La cause et le point de vue sont dévoilés ensuite. Antonio confectionne son biplan. Et là, je rappelle que la célèbre phrase de Flaubert « Ce fut comme une apparition », qui m'y a fait penser aussi, « Ce fut un éblouissement », elle n'est pas de Flaubert, mais de Maxime Ducamp, et qu'il l'avait ajoutée dans les brouillons, d'abord sans alinéa. Il ne faut pas trop ensuite penser à cet alinéa, et là aussi, Étienne Kern tire énormément parti de l'alinéa. De fait, ce type de phrase crée par suspension un effet d'attente jusqu'à l'élucidation du référent. Et l'exemple le plus frappant, c'est bien entendu la robe. La robe que Franz avait cousue pour Martha, qui est morte, c'est son premier amour. Mais on ne le sait pas. Et ça commence ainsi. C'était une merveille de taffetas gris, à la fois très sobre et très ouvragé. Le tissu, incroyablement léger, oui j'ai perdu, s'éclairait de lueurs roses à certaines heures du jour. Un liseré de dentelle soulignait la taille. Rue Gaillon, on disait simplement « la robe ». Le tissu annonce donc par cataphore la robe, mais la désignation finale se fait indirectement par la citation du discours du « on ». On disait la robe, avec la majuscule qui en souligne l'importance. Donc cette robe auréolée de mystère, dont la référence reste complètement lucide, ne reçoit sa signification que dans la partie suivante. La véritable élucidation de la présence de cette robe est dite bien après. Alors j'avais aussi un petit point sur les temps, ça mériterait qu'on y passe du temps justement, parce que c'est extrêmement travaillé, et l'emploi des temps signale aussi ces blancs de l'écriture, avec un imparfait, décrivant le procès dans son déroulement interne, qui crée par son aspect non borné également un blanc et un effet d'immersion dans la scène, notamment en ouverture de chapitre, page 68, il faisait chaud déjà. Ou bien en début de section, la journée s'achevait. Après, un alinéa double et l'astérisque, donc. Les sections, je les ai appelées, donc, pour les différencier des chapitres. L'ellipse peut être marquée par un imparfait de perspective. Quelques semaines plus tard, le 22 août 1909, il exposait son appareil. Page 29, il s'agit de Fernandez, Antonio. Ou alors par l'aspect accompli, avec le passé composé, qui présuppose un intervalle passé sous silence. Quand j'ai regagné les quais de Seine, la nuit était complète. Ou bien, le passé composé implique un point de vue rétrospectif. 2 mois ont passé dans la narration.
Même chose avec l'aspect accompli du plus que parfait de second plan. Une semaine avait passé en début de section, ou encore 3 mois avaient passé. Voilà. Parfois, le bornage du passé simple peut aussi délimiter un intervalle passé sous silence, comme Franz se redressa, tout avait vacillé. Quant au présent, il n'est pas uniquement réservé aux séquences en italique, c'est-à-dire en fait l'espace contemporain de l'écriture. Quelques séquences narratives isolées sont écrites au présent de narration. Ce présent peut servir l'analepse, avec retour aux 16 ans de Franz et à son premier amour. Il a 16 ans, début d'une section. Ou bien, en incipit du chapitre 3, Franz est à sa fenêtre, il regarde le ciel. Et surtout, la dernière séquence évoquant le matin de la chute va être au présent, on y reviendra. Voilà, donc j'ai un second temps sur le laconisme proprement dit et les ellipses. Un laconisme donc qui s'interdit l'emphase. Il y a du pathos parce qu'il y a de l'émotion, mais pas d'emphase. Et le blanc justement le véhicule. Alors, premier point, c'est la parataxe et les déliaisons. Dans l'écriture des perceptions, par exemple, pour reprendre Rabatel, il y a une composante perceptive du point de vue et une composante interprétative. Et donc, la perception est toujours dissociée de l'interprétation et passe devant. Là, on a un certain phénoménisme que Flaubert, je pense, a inventé. La lueur de la tour Eiffel, page 143. Je grossis le volume. Quand j'ai regagné les quais de Seine, la nuit était complète. Quelques flocons commençaient à tomber. Une lueur attira mon regard sur la droite. C'était la tour Eiffel. Elle scintillait. Vous voyez le rythme en plus, on termine sur une phrase juste de 3 syllabes. Et ce n'est pas « c'était la tour Eiffel qui scintillait ». Là encore, il y a une déliaison, choix de la parataxe. Perception puis interprétation avec désignation retardée sont coupées en 2 phases et 2 phrases distinctes. Et la phrase interprétative est souvent figurée par l'alinéa, comme ici, c'était la tour Eiffel, elle scintillait. La parataxe se double souvent du laconisme qui enchaîne les phrases brèves, et ce laconisme frôle parfois l'humour. Page 32, par exemple, au sujet de l'échec de l'avion, il n'y a pas d'évêque, au sujet de l'échec de l'avion d'Antonio Fernandez. Les autres engins s'envolaient les uns après les autres, son tour arrivait, le Fernandez 2 ne bougea pas d'un pouce, le moteur était noyé. Pour le coup, là, ça ne fait pas penser à Madame Bovary, mais à Bouvard et Pécuchet, avec de nombreuses histoires d'échecs scientifiques ou expérimentaux, et je vous lis l'histoire de l'alambic. Tout à coup, avec un bruit d'obus, l'alambic éclata en 20 morceaux qui bondirent au plafond, et le lendemain, Germaine retrouva une spatule dans la cour. Point alinéa. La force de la vapeur avait rompu l'instrument. Ce sont les clausules explicatives en ascendette, et je trouve qu'il y a une résonance là. Mais le laconisme et la déliaison servent plus souvent la dramatisation, évidemment. C'est fait, il est inventeur. Page 85, avec l'alinéa. À noter que dans l'incipit laconique de la dernière partie, le récit en « il » et le récit en « je » se rejoignent. Le présent de l'écriture rejoint l'instantané de la photographie, dont le commentaire sobre, une ekphrasis, est un présent désancré, indéfiniment réitérable à chaque nouveau visionnage. Et là, l'histoire rejoint le commentaire. C'était la 2e citation sur l'exemple. 4 février 1912, il est 7h30. Il a 33 ans. Un présent qui réunit par un faux parallélisme le « il est » impersonnel et le « il a » 33 ans. Donc le temps court, il est, mesuré en heures, et le temps d'une vie, avec un décalage saisissant. Et tout cela très concentré. Voilà un bel exemple de laconisme. Alors, le laconisme, c'est un pathos sobre contre l'emphase. Par exemple, avec la mort du grand-père, dans la 9e séquence, il est mort à l'hôpital, le jour même, je crois. Il avait 52 ans. Un petit peu ce schéma de l'âge donné en ascendette. Et on l'a vu pour la 12e séquence en italique, M a ouvert la fenêtre, elle a sauté. Ce sont des passants qui l'ont retrouvée. Elle avait 33 ans. Curieux échange d'ailleurs que cette distance prise par rapport aux drames intimes, famille ou amis, et ce tutoiement proche pour un inconnu, Franz Reichelt, peut-être, on pourra interroger Étienne sur ce choix. Il y aura une discussion, bien entendu, ce sera le plus intéressant. Alors, la parataxe peut être accentuée par l'alinéa, qui met en vedette, par exemple, 2 phrases-paragraphes qui se répondent. La photo de l'ami, M, cette photo, je l'ai collée à la suite des autres, dans le cahier gris. Elle y ajoute de la couleur, elle y ajoute de la douleur. Donc vous avez une phrase
paragraphe en épiphrase, qui joue bien sûr sur la paronomase couleur, douleur, et sur le rythme identique. Le pathos est souvent accentué par ces phrases paragraphes, souvent en adjonction. Voilà les seuls souvenirs qu'elle gardait de ce jour-là. Et puis ces mots, Antonio ne viendra pas. Emma, qui est la femme d'Antonio, qui va devenir la compagne de Franz. L'alinéa, lui aussi, là, isole l'énoncé qui ajoute de la douleur. Et puis ces mots, Antonio ne viendra pas. La multiplication des alinéas renforce la sobriété du style coupé, mais de fait, cette ponctuation blanche, par l'effet de silence, de rupture qu'elle introduit, crée justement une autre forme de pathos. Alors, je voudrais voir maintenant les blancs dans la phrase, les phrases nominales ou les phrases elliptiques. Alors, je voudrais distinguer la phrase nominale qui assure une prédication, entre un thème et un prédicat, et la phrase elliptique qui est un énoncé tronqué. Alors, on a des phrases nominales qui inscrivent dans l'existence, qui inscrivent l'objet dans l'univers du discours, comme une photo, encore, la date est incertaine, c'est l'incipit de la 3e séquence en italique, ou bien, avec le défini de notoriété, devant lui, l'Office national des brevets. La phrase nominale livre également des bribes de discours rapportés. Peut-être qu'Étienne peut nous lire, page 76, où j'ai repéré aussi un peu d'humour. Voilà, ce passage. Le jour d'après, il alla voir René Quinton, de la Ligue aérienne de France. L'homme fit non de la tête. La cape n'offrait aucune stabilité. Le centre de gravité devait être bas, très bas, comme la poignée d'un parapluie par rapport à la toile. Aucune chance d'avoir le prix. Il alla voir Gaston Hervieux, de l'Aéroclub. Hervieux eut un sourire poli. La toile était d'une superficie ridicule, 4 mètres carrés, quand il en fallait au moins 60 pour supporter le poids moyen d'un homme. Aucune chance d'avoir le prix. Voilà, ce qui fait sourire quand même, c'est aucune chance d'avoir le prix, qui est martelé 2 fois, en épiphore, donc figure de répétition, qui arrive à la fin de la séquence. On a aussi des phrases nominales qui produisent un effet titre de journal, les martyrs de l'aviation. C'est ce que disait l'article, avec toujours cette attribution rétroactive du discours. C'est l'article. Alors les phrases elliptiques, elles, phrases tronquées, servent ce style coupé et l'aspect décousu du texte. Quand on pense à un tailleur pour dame, il faut quand même introduire quelques termes de couture. Il pense à Alice, à son petit bras tendu qui lui montrait la voie, le parachute, l'audace, le grand saut. Voilà, là on ne peut pas restituer une syntaxe, ce sont des éléments décousus, mais recousus. Et puis, elle y était, la boutique de son mari. Emma arrive, et il y a une ellipse dedans, elle y était, dans la boutique de son mari. Donc, il y a beaucoup de phrases construites ainsi décousues. Mais ce style décousu consiste à délier et aussi à relier. La phrase elliptique au nominal est d'abord isolée dans un style coupé, mais elle se trouve réenrôlée dans la phrase qui suit. On a un décousu recousu, pour reprendre toujours l'image de la couture, pour la filer. Donc on a 57 mètres. De là-haut, on ne voit rien. Puis, elle s'arrête brusquement. 3e étage, la grande porte en bois clair, elle y est. Donc ces éléments détachés sont ensuite donc reliés, ici par exemple par l'anaphore Y, elle y est. Ou bien alors une répétition. Quand il arrive, Hervieux fait non de la tête. Moins de 4 secondes. Le mannequin et le parachute sont tombés en moins de 4 secondes. Donc, on réenrôle l'élément elliptique dans la phrase qui suit. Donc la polyphonie ici superpose au discours d'Hervieux celui du narrateur, qui le reprend en l'assumant, avec cet effet d'écho, mais fait aussi entendre sa résonance dans le point de vue de France. La résonance du verdict. Et je voudrais, pour terminer ce point, voir avec vous l'incipit de la partie 2. Une lumière blanche trop forte, une fatigue qu'elle n'a jamais éprouvée. Elle appelle l'infirmière, lui montre l'horloge. L'infirmière ne se retourne pas. D'une voix sucrée, elle dit « C'est un très beau bébé que vous avez dans les bras ». Voilà les seuls souvenirs qu'elle gardait de ce jour-là. Et puis ces mots « Antonio ne viendra pas ». En réalité, la phrase nominale qu'on a au départ, les 2 phrases, une lumière blanche trop forte, une fatigue qu'elle n'a jamais éprouvée, elles sont réenrôlées avec voilà les seuls souvenirs qu'elle gardait de ce jour-là. Encore un présentatif qui permet donc ce réenrôlement, réajustement syntaxique des segments précédents. En fait, on a une déliaison, mais qui est souvent une suspension qui ne renie pas un certain classicisme, avec la phrase restaurée.
De même que, on l'a vu, le style coupé rappelle parfois la période flaubertienne. Enfin, on y reviendra. Et je terminerai sur ce troisième point de l'implicite et des non-dits. Dans la citation initiale, un bruissement parcouru de silence, plein de blancs et de fantômes, avec aussi un point, ajout après point, plein de blancs et de fantômes. Ce qui est important, c'est que blanc et fantôme relient le blanc à la manifestation d'être disparu. Donc là, l'auteur revendique que le blanc est signifiant, bien entendu. Donc d'abord, voyons les non-dits qui sont représentés par les silences des personnages eux-mêmes. Les silences de Franz, qui est de langue allemande et qui s'exprime mal, mais la plupart du temps, enfin en français, mais la plupart du temps, il ne disait rien, page 19. Et il est fait aussi mention, bien sûr, du silence sur la photo, avec la mention d'un premier projet du livre qui donnerait la parole au personnage. Tu tiendrais un journal, tu dirais « je ». À la place, on a une adresse au personnage. Peut-être que je peux demander à Étienne tout de suite s'il avait vraiment essayé d'abord cette solution-là, d'un journal. Oui, j'ai essayé, mais l'espace d'une heure ou deux, guère plus. D'accord. En réalité. Et l'idée est venue ensuite de cette adresse au personnage. Oui, l'idée de l'adresse est venue très rapidement. Tout simplement parce que vous avez bien compris que le livre naît d'une émotion très forte face à cette vidéo, ces images. Et il m'a semblé que l'adresse à Franz lui rendait son statut de semblable d'être humain. On le connaît aujourd'hui par cette vidéo, qui le déréalise complètement. Et d'ailleurs, quand on va voir sur Internet les commentaires qui sont mis sous la vidéo, en général, cet homme est présenté comme absolument grotesque. Vous avez des classements des morts les plus débiles de l'histoire où il apparaît. Et les commentaires sur Internet se moquent de lui. Et l'adresse était une manière de canaliser mon émotion en faisant de lui un véritable interlocuteur, c'est un grand mot, mais une personne, voilà. Oui. Quelqu'un qui n'est pas simplement une silhouette, une image, un point noir qu'on voit s'écrouler sur une vidéo, mais quelqu'un qui portait un nom, qui avait un visage. Merci. Oui, alors il y a ce silence, cette parole décalée. Et puis cette idée que le film condamne le héros au silence, justement. Il faut quand même quelque part restaurer cette figure humaine et cet être qui peut être de langage aussi. Voilà. Et puis il y a le silence lié à l'histoire de l'auteur. Du grand-père, il est dit « Nous n'en parlons jamais », page 79. Et puis de l'amie M au sujet de sa maladie, elle ne répondait pas, il n'y avait rien à répondre, page 103. Alors, le texte est traversé aussi de réticences, aposiopèses, des points de suspension dans le discours des personnages qui s'interrompent. Louise murmurait « Si seulement son père », en parlant de son enfant, donc son mari, elle n'en disait jamais plus. Page 22-23. Et c'est le narrateur qui prend alors le relais dans une forme de prétérition à deux voix. Une histoire de violence, la déchéance d'un mari qui noyait sa vie dans l'alcool, disparaissait, revenait, plein d'une colère vaine contre le monde et lui-même. Alors voyons maintenant l'implicite dans la narration, qui est toujours presque allusive, fondée sur des jeux d'inférence. Dire sans dire. Donc on va dire l'essentiel de l'histoire, il va mourir, cet inventeur de parachute, on sait qu'il est condamné à la mort, mais on avait dit que c'est décalé, ces non-dits sont décalés. Le livre est parcouru donc déjà par tout un système d'élucidation différé. La détermination nominale est souvent allusive, elle crée un double effet d'immersion dans le point de vue du personnage et de suspension par cette élucidation progressive du référent, comme l'apparition d'Emma. Une femme se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle était vêtue d'une robe en laine noire très simple. Il sut d'emblée qui elle était. Alors, qui interroge, donc laisse en creux la personne. Les broderies, dit-elle à voix basse. Encore une phrase elliptique. Vous me les avez demandées l'autre jour, réenrôlement de cette phrase. Votre employé, à Saint-Dette, c'est votre employé qui était chargé de les demander. Et Emma n'est nommée qu'en bas de page. Donc on retrouve bien ce style décousu, des phrases elliptiques ici. Et on a vu également jouer la référence allusive dans l'annonce faite à Emma de la mort de son mari Antonio. D'abord on avait le pronom « elle », Emma n'est pas désignée. Et puis on a ce jour-là, allusion au crash d'Antonio, je crois que vous l'avez sur ce passage que j'ai lu tout à l'heure. Ce jour-là, c'est l'allusion au crash d'Antonio, qui n'est pas explicite. Et puis l'information ne se fait que par une série d'inférences. L'infirmière, on en infère le lieu. Peut-être vous voulez le relire, peut-être? Non, c'est bon, c'est sur... relire le passage. Vous l'avez dans les...
Donc on infère de l'apparition de l'infirmière pardon, que Emma est à l'hôpital, enfin elle. Hein. L'accouchement, on l'infère à partir de « c'est un très beau bébé que vous avez ». Et puis enfin, la mort d'Antonio, à partir de la négation, Antonio ne viendra pas, hein, mais qui est définitive. Alors, on retrouve cette référence allusive par un pronom situationnel dans l'incipit du chapitre 3 de la 4e partie. Franz et Emma se sont séparés, et le chapitre s'ouvre ainsi. Il n'est peut-être pas trop tard. C'est ce qu'elle se répète. Le discours est attribué rétroactivement à un « elle », mais qui reste allusif. Il est attribué par le présentatif de façon rétroactive, mais sans désigner Emma. On en infère qu'il s'agit d'Emma par une allusion à une réconciliation, mais seulement par des verbes à l'infinitif. Lui demander pardon. Et puis l'on infère par ce discours intérieur qu'Emma revient donc rejoindre Franz après leur séparation. Voilà, donc c'est toujours très dense. Souvent, ces élucidations sont d'ailleurs différées de plusieurs pages, et pas juste sur une page. Au sujet de la poupée que Franz confectionne pour Rose, la fille d'Emma, page 64, on apprend seulement 4 pages après que Franz a donné cette poupée à la fille de Louise, Alice, par le détour d'un présupposé, alors qu'elle était pour Rose. Franz marchait, perdu dans ses pensées. Derrière lui, Alice serrait contre elle la poupée qu'il venait juste de lui offrir. Une poupée ravissante. Il avait renoncé à la donner à Rose. Vous voyez, donc là, dans la relative, on apprend que cette poupée a été donnée à Alice, hein, la poupée qu'il venait juste de lui offrir. Et puis, il y a la précision qui arrive ensuite. Donc, une suspension, élucidation. Et puis, il y a surtout l'élucidation de la fameuse robe mystérieuse dont je parlais tout à l'heure, qui arrive une partie plus loin. Hein. On a les paroles de Franz. Cette robe était pour Martha, celle qui était son premier amour et qui est décédée peut-être frappée par son mari. Je n'ai jamais su si c'était à cause de moi. Je crois que, sans finir sa phrase, il ajouta la robe grise sur le mannequin. C'était pour elle. Cette élucidation donc intervient 23 pages après la mention de la fameuse robe. Hein. C'est encore quelques allusions pour qu'on ne l'oublie pas. Voilà. Alors il y a un point qui est important, c'est dire la mort et le refus du pathos. Hein. Parce que la mort, elle est dite. Hein. Il n'y a pas de reculade, hein, mais c'est de la manière de dire. Alors j'aimerais bien que Étienne nous lise page 42, la mort d'Antonio Fernandez, donc l'ami de France, l'aviateur. Ici, jusque-là. Oui. Le 7 décembre, plusieurs journaux publièrent des comptes rendus. On incriminait le gouvernail. Sans doute que la corde avait-elle cédé lors d'un virage, une chute à la verticale. Le pilote, tué sur le coup, son corps écrasé par le moteur, sa tête enfouie dans la terre froide. 33 ans. Une jeune veuve, une fille qui n'avait pas 2 semaines. Dans le journal... C'est bon, oui, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et dans la presse, on lit ensuite l'article de presse, qui était effectivement très différent, hein, avec plus d'informations. Et j'ai trouvé un autre article dans le rappel du 8 décembre 1912. Le temps était peu propice et M. Antonio Fernandez avait réussi quelques envolées lorsque l'appareil culbuta et l'aviateur fit une chute si malheureuse qu'il en est mort sur le coup. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est envoler au féminin, qui est un terme technique pour dire qu'on peut s'élever avec l'avion. Donc, ça résonne avec le titre. Hein. Mais ce n'est pas dans le roman, les envolées. Hein. Alors, dans le roman, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose de très différent. Là, on a un discours très lié, fit une chute si malheureuse qu'il en est mort sur le coup, très classique. Et dans le roman, alors on a une structure discontinue. On passe de la séquence de l'accident à la réaction dans la presse et de l'engin au pilote. Hein, parce que juste avant, il y avait... on aurait pu commencer par là. Le 6 vers 7 heures, le vent tomba. Avec le mécanicien, il inspecta l'appareil une dernière fois. La corde du gouvernail tiendrait bon. Il fit sortir l'aérale du hangar. L'engin s'élança, prit de la hauteur, monta jusqu'à 30 mètres. Double alinéa avec astérisque. Le 7 décembre, plusieurs journaux publièrent des comptes rendus. Nulle part n'est dit, voilà, il est mort, il s'est cassé la figure, il y a eu un crash. Voilà. Alors il y a une structure donc discontinue, comme on le voit dans l'ensemble de l'œuvre. On passe donc de l'accident à la réaction de la presse immédiatement, et on passe de l'engin au pilote. Hein. Ensuite,
La présupposition, on incriminait le gouvernail, ça présuppose un accident dont on cherche la cause. Le style elliptique, il monta jusqu'à 30 mètres, mais on ne dit pas ce qui se passe après, le crash. Et il y a ce choix de ne dire que l'envol et pas la chute ici. Ce n'est pas toujours le cas, mais voilà. Et puis il y a ce que j'appelle la déliaison référentielle, c'est-à-dire que Antonio, il n'est désigné que par l'anaphore associative. Le pilote, au même titre que le gouvernail et la corde, qui sont comme des parties de l'avion, rattachées à l'antécédent qui est l'engin. Donc la désignation est encore déconnectée de l'identification par le nom propre, ce qui efface évidemment tout en phase et qui crée ces blancs. Et puis on a ces phrases elliptiques ou nominales qui reviennent 33 ans, une chute à la verticale, et puis une jeune veuve. Voilà. Alors la mort des envolés est dite sur fond de silence ici. Elle appartient bien à ce que Pascal Quignard nomme noyau incommunicable, qui exclut l'emphase et proscrit les larmes, je cite. Elle peut être dite aussi en commentant les mots des autres, non pas avec ses propres mots, comme pour le suicide de M, mettre fin à ses jours, page 119, tournure un peu datée, cérémonieuse, comme pour tenir la nouvelle à distance, ou plutôt la contenir dans le carcan des mots. Et puis alors, autour de ce refus du pathos et du silence, il y a un dernier point, c'est les échos signifiants. Cette écriture elliptique est cependant traversée en profondeur par le bruissement d'échos signifiants qui viennent compenser ce qui n'est pas dit. Autre manière de dire sans dire. Alors il y a des échos entre les clausules de chapitre. Par exemple, cette parole qui est mise dans la bouche de Louise, « Les gens que nous aimons, nous ne pouvons rien pour eux », page 47. Puis le narrateur la reprend. Au moment de la séparation d'Emma avec Franz, elle est mise en valeur par un alinéa double en fin de chapitre, ce qui la laisse entrer en résonance avec l'autre. Les gens que nous aimons, nous ne pouvons rien pour eux. Citons également le dernier écho, la phrase en clausule de l'avant-dernier chapitre, à la mort de Franz, page 129. Une femme s'avance à pas lents. Elle porte une robe de laine noire, très simple. Et cette phrase est la réplique de celle qui décrit Emma lors de leur première rencontre avec Franz. Une femme se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle était vêtue d'une robe en laine noire, très simple, page 61. Étienne a un joli terme pour indiquer ces effets d'écho. Je ne sais pas. Parler de rime. Ah oui. Oui, bon. J'ai été très marqué par l'ouvrage de Jean-Yves Tadier sur le récit poétique, où il s'interroge sur une possibilité qu'un texte narratif se rapproche de la poésie dans son fonctionnement. Et il parle de livres escargots qui s'enroulent sur eux-mêmes en faisant revenir des situations ou des personnages. Et parallèlement, il y a cette phrase de Queneau que vous connaissez sans doute qui dit qu'on peut faire rimer des personnages, on peut faire rimer des situations dans un roman comme dans un poème. Le poème, a priori, fait rimer plutôt des sons, mais on peut faire rimer aussi des personnages, des situations. Effectivement, plus ou moins consciemment, j'ai conçu ou mis en place des personnages, des situations qui se répondent. Il y en a. Là, c'était conscient, très simple. Voilà. Et alors, bien sûr, il n'y a pas, à la fin, dans la dernière phrase, il n'y a pas d'élucidation. C'est au lecteur de comprendre qu'il s'agit sûrement d'Emma, mais c'est passé sous silence. Entre réalité ou fantasme, est-ce que le personnage est présent dans la scène finale ? Et la robe noire du veuvage s'oppose à celle rêvée de la robe bleue, page 127. Lui revient soudain l'image rêvée peut-être d'une femme vêtue de bleu, près de la tour Eiffel. Et se font écho enfin, convergence ironique, l'âge de la mort des pilotes. Figure christique, sacrifiée au progrès de l'aviation, soudain plus lourd, portant son parachute comme on porte une croix, Franz avance à pas mesurés vers la porte du pilier ouest, puis entame l'ascension. Il y a aussi cette allusion à la blessure au flanc. Il porte son rêve comme une blessure au flanc, page 116, et puis il y aura le tout est accompli de la croix à la fin. Mais l'ami M a aussi 33 ans. Alors le rapprochement n'est jamais explicité, il est laissé à l'initiative du lecteur, et il est réel. Il y a réellement 3 personnes qui sont mortes à 33 ans, et c'est l'âge du Christ, c'est l'âge de la mort du Christ. C'est assez extraordinaire. Enfin, on remarquera le retour en écho obsessionnel d'un objet à la fois concret de la diégèse et symbolique, la rambarde, bien sûr. La rambarde et le balcon, qui sont d'abord associés au désir, aux rêveries nostalgiques sur le passé, et qui acquièrent dans le contexte large de l'œuvre et à la relecture une signification plus pesante. L'indice pour moi de la réussite littéraire et stylistique d'une œuvre, c'est de donner le désir de relire, et c'est ce que j'ai fait, pas juste parce que j'avais à faire un petit exposé sur l'œuvre. Donc la rambarde, c'est surtout celle de la tour Eiffel, où Franz pose le pied avant d'hésiter, puis de sauter. Il est écrit partout qu'il a beaucoup hésité quand même sur cette rambarde. Tu poses le pied droit sur la rambarde.
Et la rambarde est en lien de contiguïté métonymique avec la chute, hein, c'est évident. La rambarde apparaît au début de la narration, à propos des rêveries et des désirs du personnage. Vous avez une liste, mais elle n'est pas complète, hein. Il sortait sur le balcon et il restait longtemps appuyé à la rambarde. Et puis, tu n'es pas seul sur cette rambarde, hein. C'est associé à toute une génération, à 57 mètres du sol, avec vos moustaches, vos bérets, vos ombrelles et vos beaux chapeaux. Vous y êtes tous penchés au-dessus du même gouffre. Il y a aussi le mot gouffre qui revient en écho, hein. Et à la fin, page 139, le pied sur la rambarde, France se penche, courbée toujours davantage vers le gouffre qui l'appelle. Et la rambarde, elle est aussi associée, ce qui m'a beaucoup frappé, à la chute du grand-père. Il est question de rambarde qui a cédé sous son poids. Et aussi dans les visions et les cauchemars associés au suicide de M, oublier la fenêtre, la rambarde, ne plus rien dire du corps. J'ai refait ce rêve, les rambardes qui lâchent, le sol qui s'ouvre, les failles et la chute. Les deux histoires se nouent d'ailleurs dans une comparaison explicite cette fois, c'est rare. Hein, les parents dans la famille, ils sont comme ces deux hommes sur la plateforme. Hein, vous avez la citation, ils n'en parlent jamais. Hein. Était-il adossé à la rambarde? Mes parents n'ont pu rien faire. Ils sont comme ces deux hommes sur la plateforme qui t'ont vu tomber, ils vivent avec ça. Enfin, les perceptions des personnages font entrer en résonance l'extériorité avec l'intériorité du personnage et son histoire, et ainsi certains verbes métaphoriques entrent en écho avec le thème de la chute, comme le verbe mourir. On l'a vu tout à l'heure pour la chute des flocons de neige, hein, qui voltigeaient un instant, puis s'en allaient mourir sur le sol. Des évocations aussi de lumière du ciel ou de la Seine. Page 43, c'est ce passage que je trouve très flaubertien, le plus flaubertien du livre. Les fenêtres rougeoyaient sur les façades, de grands nuages gris se tordaient au-dessus des immeubles, le ciel tombait en lambeaux. La tour Eiffel, dans un écroulement de métal, projetait sa masse sombre sur la Seine. Et justement, je voulais terminer sur l'idée d'une grande littérarité de ce texte. Ce n'est pas du tout contradictoire avec la sobriété. Mais je terminerai sur quelques rares exceptions à cette sobriété, au dépouillement du style. Alors, il y a quelques rares métaphores, c'est vrai, mais elles sont le plus souvent motivées par le contexte large de l'œuvre, lié au métier de Franz, tailleur pour dames, d'où des métaphores métonymiques. Hein. Elle se laisse entraîner par son rêve à lui, acquiesçant à sa démence, ce parachute auquel elle s'accroche comme à la seule chose dans le tissu des faits de leur vie, qui est encore du sens. Puis, et tout cela, il l'offrirait à Emma, il lui taillerait une vie nouvelle. Et puis, il assemblait des mots lentement, les nouait, les cousait, les traversait de petits coups d'épingle, pour leur donner du sens. Page 105, là, on sent qu'Étienne s'est fait plaisir, cette résonance avec le métier. Et quelque chose donc qui fait plus exception, c'est deux moments d'emphase. Il y a deux grands moments d'emphase, la description de la tour Eiffel, et puis évidemment la chute finale. Alors là, j'aimerais bien qu'Étienne nous lise la description de la tour Eiffel, page 99. Du sol au sommet, 312 mètres. À la base, un carré de 125 mètres de côté, délimité par 4 piliers, dont les fondations se perdent 7 mètres sous terre, dont 4 fosses sous des soubassements de béton reposent sur un lit de gravier. 1665 marches, 7300 tonnes de métal, 18 000 pièces de fer qui, toutes, poutrelles, arcs, croisillons ajourés, ont été pensées, dessinées, décrites soigneusement par des dizaines d'ingénieurs dans des milliers de croquis et de plans. C'est alors l'édifice le plus haut jamais construit par les hommes. C'est la tour, c'est Babel, c'est la bergère d'Apollinaire, la girafe en dentelle de Cocteau, la cheminée d'usine de Maupassant, l'inutile et monstrueuse construction pourfendue par Zola. Elle est tiède encore d'avoir été fondue, martelée, caressée par tous ceux qui, 2 ans durant, à raison de 12 heures par jour pendant l'été, 9 heures pendant l'hiver, ont rivé après rivé, assemblé, fixé, poli, rendu possible la formidable éruption de métal qui jaillit vers le ciel. Et là, il y a une exception avec cette amplification qui va avec cet aspect épique de la tour Eiffel. La tour Eiffel, elle se dresse comme la tentation rhétorique, hein, de même qu'elle est une tentation pour l'aviateur, le parachutiste, l'inventeur. Et ce n'est pas par hasard si les traits du style artiste y sont attachés. Alors on trouve, hérité de Zola, les adjectifs intenses comme formidable et colossal au sujet de la tour Eiffel, et puis ce style artiste avec la préférence du substantif à l'adjectif, hein, le substantif qui fait remonter la caractérisation avant le terme caractérisé, dans sa verticalité colossale et sereine, page 138, vous voyez que le glissement de la caractérisation va créer une hypallage, hein.
Métonymie d'abstraction, c'est verticalité, colossale et sereine. Hein. Ou bien alors le substantif est préféré au verbe, et c'est la tour Eiffel dans un écroulement de métal projetait sa masse sombre sur la Seine. Et l'écroulement, c'est encore quelque chose qui descend, c'est une chute aussi, hein, non pas une ascension. Et certains passages comme celui-ci, là, que j'ai lu tout à l'heure, sont nettement inspirés du style de Flaubert, dans le rendu de la perception et dans le rythme, hein, celle que j'ai lue sur l'écroulement de métal qui projetait sa masse sombre sur la Seine, avec le ciel qui tombe en lambeaux. C'est en fait vraiment une période de style coupé à la Flaubert. Et dans la description de la tour Eiffel qu'Étienne vient de lire, on a un déploiement dans une figure de conglobation, c'est-à-dire une figure d'accumulation, énumération énergique des éléments, puis dévoilement du référent décrit à la fin, c'est la tour, c'est Babel. On retrouve ce rôle du présentatif avec retardement du référent. Et surtout, je terminerai par l'emphase finale, véritable, alors envolée lyrique, hein, là je n'ai pas résisté, l'envolée lyrique de la fin. D'abord, apparition de la phrase longue. Au moment de la chute de Franz se produit une accélération du rythme qui s'emballe avec ce net changement de style. La vanne de la retenue cède. La ponctuation se débride et les phrases se libèrent du carcan. Et on se retrouve presque en plein, je dirais, en Kerangal. J'ai eu l'impression de me retrouver dans des phrases de Kerangal avec même l'oralité, voilà, voilà. Alors je vais vous lire un petit bout, c'est pas le tout, mais l'heure tourne. Et Franz monte. Les deux hommes prennent position derrière lui, la caméra commence à filmer. Et voilà, oui voilà, qu'ayant posé le pied sur la rambarde, au-dessus des 57 mètres où se mesure l'écart entre le rêve et le réel, et sans plus rien voir de ce qui l'entoure, Franz se penche, courbé toujours davantage vers le gouffre qu'il appelle et lui montre ce à quoi il aspire depuis non pas 2 ans, mais depuis ses premières années, quand penché sur le fleuve qui passe à Weckstadt, il éprouvait ce désir d'y plonger. Cependant qu'en bas, Hervieux se met à crier que c'est trop long, trop absurde, qu'il renonce ou qu'il saute, et la foule crie avec lui. La foule n'en peut plus d'attendre le spectacle, la mort, le sang. La foule hurle, elle désire, elle sue de plaisir, mais Franz prend son temps. Il pense aux matinées d'enfance et aux choses qui ne reviennent pas. Dans le jour qui se lève peu à peu au-dessus de Paris, il sent les corps perdus, entend les voix éteintes et se libère du passé, s'éloignant à jamais de cette terre amère et purifié lentement dans ce ciel blanc et gris qui se colore soudain de rouge et de vert. C'est un éblouissement. Et quand il saute, il s'élève, découvrant la joie, le bonheur, la présence. Tout est accompli. Alors là, il y a de l'emphase et de l'accélération, voilà, avec la cadence mineure. Tout est accompli, la cadence, celle du Christ, de la parole pour le Christ en croix. Et bien sûr, on notera pour décrire la chute fatale, le verbe paradoxal « il s'élève » qui se substitue à « il tombe ». Et le livre se referme sur ce qui est en réalité une période ternaire, la seule période empreinte d'emphase, rythmée par la figure de répétition, l'anaphore du mot évidence, et je vous lis la fin également. Tu es tous ceux qui sont tombés, tu es ceux qu'on a perdus. Tu es cette évidence qui suffit à me rendre le jour un peu plus beau et le soir un peu plus triste. Cette évidence que mes mots ne font qu'attester. Cette évidence que dit chacune des images où demeure quelque chose de leur présence et se retrouve leur visage familier, aimé, envolé. Ils ont été. Et c'est cette période finale qui vient élucider le pluriel du titre. Tu es tous ceux qui sont tombés, tu es tous ceux qu'on a perdus, avec une cadence mineure sur ils ont été, réminiscence de Lamartine, du ils ont aimé. Je cite Lamartine, c'est tout à fait inattendu, mais que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Ils ont été. En tout cas, merci à Étienne pour ce beau livre. Merci infiniment. Merci beaucoup Anne-Marie pour ce très bel exposé, très belle mise en forme, en œuvre, enfin analyse des procédés, de quelques-uns des procédés utilisés par Étienne. Je pense qu'on a tous vraiment apprécié et ces temps de lecture que tu nous as offerts également Étienne, merci. Je voulais juste, peut-être avant de vous donner la parole, à propos de cette rambarde, alors il me semble que tu n'as pas parlé de la rambarde métaphorique, tu refusais le réel, tu faisais sauter les rambardes, c'est celle que tu as oubliée, mais elle est belle. Il y en a belle plusieurs aussi. que je n'ai pas citées. Oui. Mais celle-ci, oui, elle est je la trouve, voilà, oui, et je la trouve intéressante parce que finalement c'est l'histoire de tous ces fous rêveurs, voilà, et peut-être notre poète aussi est-il voilà,
sauter les rambardes. Et c'est intéressant que tu aies noté que finalement, en tout cas celle de la syntaxe, elle sautait surtout de la sobriété, elle sautait pour seulement dans 2 passages principalement. Ce que tu nous as très bien lu. Oui. Et justement, la rambarde, juste après, c'est Étienne qui va parler. Hein. Cette histoire de les rambardes qui sautent, c'est plus venu de l'histoire du grand-père, d'après ce que je comprends. Oui. Et ça vient superposer les 2 histoires aussi. Ah, on a perdu nos auditeurs Oui, c'est ça. d'Amned. Ils sont tous partis. Non, c'est... Non, on a dit, mince, juste quand l'auteur parle, ça... En tout cas, merci beaucoup Marie. Quel travail, je suis impressionné par la finesse, la richesse, le temps que ça a dû prendre. Quelle corvée de devoir relire plusieurs fois. Ah non, c'est pas une corvée, c'est ce que je disais, c'est l'indice de la réussite d'un livre. On a envie de relire, même si j'avais pas fait l'exposé, j'aurais eu envie de relire. Tu m'aurais dit, je t'aurais envoyé le PDF, tu aurais pu faire CTRL F et alors ça y est, le nom d'occurrence sans devoir j'ai pas tout à fait. Nous avons retrouvé nos Voilà, j'ai pas réécrit toute la spectateurs. fin, je l'ai lu. Très bien. Les rambardes donc. Oui, on en était aux rambardes, qui venaient donc du grand-père, de la rambarde malheureuse du grand-père. Oui, alors le terme rambarde, il est vrai qu'il revient plusieurs fois dans le texte. C'est une manière d'évoquer à la fois Franz, mon grand-père, et Muriel, M, l'ami. Parce que c'est le seul point commun en réalité entre ces 3 personnes dans leur manière de mourir. C'est pas... Enfin, c'est 3 chutes, effectivement. Mais ils ne sont pas tombés tous les 3. Franz a sauté, il n'est pas tombé. Muriel n'est pas tombée non plus à proprement parler. La rambarde permettait de saisir ce point commun. Il s'agit de passer par-dessus une barrière, une balustrade, une barre, etc. Franchir. Et effectivement, la rambarde, du coup, peut avoir une dimension métaphorique pour refuser les limites de quelque chose. Et du coup, ça renverra plutôt à l'idéalisme de Franz, qui refuse le réel et même qui refuse la gravité, parce qu'il s'agit d'inventer un objet qui permettra de contrer les lois normales de la physique, en permettant à un corps de tomber sans violence. Et il y a une petite chose aussi, si le thème revient plusieurs fois, c'est que l'un des titres précédents pour l'ouvrage était, j'ose à peine le dire parce qu'en général tout le monde me dit qu'il était épouvantable, c'était « passer la rambarde », passer avec un infinitif, passer la rambarde. J'avoue que j'aime bien les infinitifs. Et il est possible que la récurrence du terme rambarde corresponde à ce projet précédent d'en faire le titre même. Mais les envolées, c'est beaucoup plus beau. Oui. On aime tous les envolées. Oui. Mais du coup, on ne peut plus entrer dans une librairie en disant « Voilà, je voudrais passer la rambarde ». On ne peut plus faire ça. Ah oui. Moi, je veux bien me risquer à poser la première question. C'est une question très naïve. C'est à l'auteur, dans son cabinet d'écriture, dans ton laboratoire. Est-ce que toutes ces références... ou toutes ces allusions, ces parallèles qu'a montré Anne-Marie Payette, tu les avais en tête? Est-ce que tu t'es dit à un moment, tiens Lamartine, à un moment, tiens Maïs de Kerangal, tiens un moment Flaubert, ou alors c'est juste de l'innutrition? Bon, alors je suis prof de lettres, donc évidemment il y a une forme d'innutrition. Flaubert, il est certain que ce fut une apparition où c'était un émerveillement dans Madame Bovary, soit à l'arrière-plan de la phrase commentée tout à l'heure par Anne-Marie. Mais j'avoue que pour la description de la Tour Eiffel, je ne pensais pas du tout à Flaubert. Je pensais plutôt à Aragon dans Aurélien. J'ai relu, avant d'écrire la page, la magnifique description de Paris, de Notre-Dame de Paris, vue depuis la pointe de l'île Saint-Louis. Enfin, exactement. On ne peut pas voir Paris comme ça depuis le bout de la pointe, mais comme vous savez, Aragon a déplacé 2 appartements, parce qu'il avait en tête celui d'Anticunard et pas celui qu'Aurélien est censé habiter dans le texte. Bon, un peu Aragon, peut-être aussi les proses du roman inachevé pour le côté plus emphatique, plus violent, plus nerveux de l'envolée lyrique finale. Mais je vous dis ça après coup, je ne sais pas si c'était pleinement conscient de ma part. Peut-être Barthes aussi pour les entêtés. Oui, alors je suis d'accord. J'allais le dire après, puisque Thomas m'interroge sur Lamartine, et je remercie Anne-Marie d'avoir mis des mots justement. C'est vrai que Ils ont été pour le rythme, pour la sonorité, vient directement et consciemment du Ils ont aimé qui est si beau dans le lac, mais c'est aussi le Ça a été qu'évoque Barthes dans La Chambre claire, à propos de la photographie. Évidemment, l'image a tellement d'importance dans le livre, parce que le point de départ du livre, c'est ce film en noir et blanc qui a été tourné en 1912, que j'ai découvert par hasard sur Internet, que j'avais jamais vu et qui m'a donné le désir d'écrire sur cet homme.
Et ce sont aussi les photographies, qui sont très nombreuses, qui ont été publiées dans la presse à l'époque. Donc la description simple, naïve d'image est très présente et très importante dans le texte. Donc bref, je suis allé revoir la chambre claire, et notamment cette photographie magnifique et reproduite et évoquée par Barthes, qui représente un condamné à mort, qui est photographié dans sa cellule alors qu'il a des menottes aux mains parce qu'il a essayé d'assassiner un secrétaire d'État américain, et on sait qu'il va mourir juste après la photographie. Et Barthes dit, la photographie dit la mort au futur, il est mort et il va mourir. Et c'est pour ça qu'elle est bouleversante selon Barthes, c'est pour ça qu'elle nous permet de vivre l'expérience du punctum, ce qui est poignant, et pas simplement une approche plus savante, plus esthète, celle du studium. Et le « il est mort, il va mourir », c'est très clairement la situation de Franz Reichelt quand on voit ces photographies. Évidemment, il est mort depuis longtemps, parce que c'est des images en noir et blanc, dont tout, la moustache, le vêtement, tout nous dit qu'il est mort depuis longtemps. Mais il est quand même photographié un quart d'heure, une demi-heure avant sa mort. Donc il est mort et il va mourir, c'est l'un des points de départ aussi du livre. Donc Barthes est très présent, d'où ce mot de bruissement évidemment qui apparaît à un moment et qui a fait le titre de l'intervention. Et à propos de la Tour Eiffel, je pensais aussi à Robert Delaunay, puisqu'il s'agit d'images. Oui. Je ne sais pas si ça a pu avoir joué un rôle ou pas. Pas consciemment, mais comme le dit Barthes justement, la Tour Eiffel c'est le signe pur. On en fait ce qu'on veut, on projette sur la Tour Eiffel tout ce qu'on veut. Et ça aussi, en fait, c'est un point de départ du livre. L'une des choses qui m'ont fasciné quand j'ai vu la vidéo pour la première fois, c'est cette espèce de superposition entre plusieurs modernités, ou plusieurs lieux de la modernité. En 1912, la Tour Eiffel n'a guère qu'une vingtaine d'années. C'est encore une silhouette un peu inhabituelle, un peu étrange et encore un peu contestée à Paris. L'aviation est toute jeune, et le cinéma est tout jeune. Et on a, avec la Tour Eiffel, les caméras qui filment la mort de Reichelt et le parachute, toute une époque qui est celle de la modernité, et peut-être aussi un petit peu de la modernité esthétique, parce que le fameux poème Zone au début d'Alcool, avec la Tour Eiffel comme bergère, qui précisément parle d'aéroplane, ça a été écrit en 1912, parce que ça apparaît en 1913 dans Alcool. J'aimerais bien savoir si Apollinaire a eu connaissance de ce qui s'est passé. J'aime à penser que oui, parce que Franz a fait les gros titres de quasiment toute la presse à l'époque, mais bon, on n'a pas de traces pour le montrer. Quand j'étais en train de travailler le texte, il y a eu cette histoire d'un accident d'un jeune homme qui escaladait la Tour Eiffel, encore récemment, qui a chuté. Ouais. Ça arrive malheureusement assez souvent. Oui. La question que je posais au cours de l'exposé, là, de savoir, est-ce que c'était salutaire d'installer cette distance du côté des êtres familiers et de jouer la proximité par rapport au personnage historique? Est-ce que c'était une démarche plutôt salutaire, ou est-ce que c'était un choix esthétique ou lié au paradoxe Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une distance vis-à-vis de mon grand-père et de l'ami Muriel. Dans l'écriture, mais dans l'écriture, effectivement. L'écriture, pas dans le... dans l'écriture, c'est peut-être la distance nécessaire pour pouvoir en parler. Voilà. Je veux dire, la douleur pure, l'émotion pure, c'est le cri, quoi. C'est Valérie qui dit ça. Enfin, c'est pas la phrase. Et pour que la phrase soit possible, il y a ce passage par un détour en quelque sorte, un carcan, je sais pas, apollinien ou formel ou quelque chose comme ça. Et effectivement, il y a une proximité créée par le tu dans les chapitres ou les séquences adressées à Franz, parce que le tu crée un effet, je parle sous le contrôle crée un effet de présence, ou en tout cas d'une situation de dialogue qui rend présent l'autre, qui dit à la fois l'émotion et l'affectivité. En fait, c'est un peu anecdotique, mais au moment où j'écrivais ces pages, je terminais un livre précédent qui était un essai, qui s'appelle « Le tu et le vous », un petit essai sur le tutoiement, le vouvoiement, surtout en français. Et j'expliquais dans l'essai que le tutoiement, en général, dit l'affection, la proximité, mais pas seulement. Le tutoiement enregistre simplement une affectivité, enfin peut enregistrer une affectivité. Si je me mets à tutoyer l'automobiliste qui m'a dépassé, c'est parce que je suis en colère contre lui, c'est pas parce que je l'aime bien. Ce tu dit mon émotion. Et je crois me souvenir que des linguistes ont étudié une situation très précise, c'est lorsque dans la rue
on peut être amené à voir quelqu'un qui est sur le toit d'un immeuble et qui peut-être va sauter. Il est très probable qu'on s'adresse à ce quelqu'un en lui disant fais pas l'idiot, descends, enfin laisse tomber. On va le tutoyer direct. Alors que, normalement, bonjour monsieur, quelle heure est-il ? Je sais pas, on l'aurait vouvoyé. Mais ce tutoiement dit le bouleversement intérieur, l'émotion. Donc c'est d'abord un tu ému. Et affectueux, parce que c'est un peu le tu du grand-père, de l'ami, mais un tu ému d'abord que j'adresse à ce Franz. Alors que l'émotion est tellement plus forte en réalité avec Muriel. Oui, mais j'ai besoin tout à fait. du elle. Donc c'est ce que j'avais pensé, effectivement. Possible à dire. Mais alors moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir la manière dont émerge peu à peu le jeu. Il est très discret au départ. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'abord, parce qu'on aurait pu, je sais pas, tel que tu commences le livre, en fait, on se dit, on n'aura que tu. Et je émerge délicatement, sur des phrases très très courtes, mais avec beaucoup de présence malgré tout. Qu'est-ce qui fait ce choix, justement ? Pourquoi tu n'as pas commencé par je, ce qui aurait pu être entendable, également lisible, mais... Oui. Eh bien, je dois avouer que c'est une suggestion de mon éditrice, Charlotte von Essen, chez Gallimard, qui m'a encouragé à faire apparaître ce jeu. Parce que dans l'une des premières versions, n'existait que le tutoiement, et les passages en italique avaient une dimension essentiellement descriptive, enfin, ce qui est le cas, mais une description un peu plus distanciée. Un peu, non, c'est pas du tout pareil, mais j'avoue que le dispositif des années d'Annie Ernaux, avec des séquences qui sont toutes lancées par la description d'une photographie, le dispositif m'a beaucoup intéressé. Mais, donc ces chapitres avaient plus une fonction de seuil en quelque sorte. Et comme j'ai été amené à expliquer à mon éditrice à quel point il y avait des échos qui se créaient entre Franz, mon grand-père, et cet ami, elle m'a dit qu'il fallait absolument que j'en parle dans le texte. Parce qu'en réalité, il n'était pas question de mon grand-père, il n'était pas question de Muriel dans la version qu'elle a d'abord lue. Donc le tu était là, mais sans ce discours plus personnel du jeu, qui permet effectivement de savoir d'où vient ce tu, je veux dire qui s'adresse à ce tu. Voilà, le jeu est venu en même temps que les quelques pages, parce que ça reste mince, les quelques pages plus personnelles, plus intimes. Oui, donc on a vraiment ici dans ces pages en italique l'émergence du processus de l'écriture. Enfin, on a tout le processus que tu nous déroules. Et ce que tu nous dis là, c'est vraiment ça a été fait en cours. Enfin, il s'agissait d'introduire un récit second dans le récit consacré à Franz, qui englobe la jeunesse du texte lui-même. Et je trouve ça très ingénieux dans le récit. Dans ce récit du tu as introduit le récit du jeu. Qui n'était pas prévu au départ. Donc, mais ce qui n'a rien d'original, je veux dire. Oui, mais la réussite, c'est quand même de l'avoir décalé seulement à la 8e séquence. Je trouve que... Voilà, ça c'était peut-être ton choix. Oui, je ne sais pas si c'est une réussite. En tout cas, c'était... Qu'il naisse comme ça lentement, parce que c'est une sorte de pudeur, on fait un petit peu violence à cette pudeur, ce noyau incommunicable, comme disait Quignard, là je suis tombée par hasard sur cette phrase. Et voilà, on a l'impression que c'est pas possible de livrer tout de suite ça, et ça m'a beaucoup plu dans le livre. Et ça, je pense que c'est toi qui as dû décider à quel moment ça apparaissait. Voilà, donc ça, c'est quand même une réussite. Oui, parce que je crois que mon éditrice n'aurait pas vu d'un mauvais œil que le jeu soit présent tout de suite. Au début, oui, non, il fallait pas. Un peu comme, je sais pas moi, dans La vie clandestine de Monica Sabolo, où il y a vraiment une égale importance, des chapitres personnels, des chapitres consacrés au sujet du livre. Mais ma pudeur s'interdisait, peut-être à cause des rambardes trop fortes, m'interdisait de faire de ce jeu une présence tonitruante. Là, il y a un moment, où la rambarde saute aussi de façon figurée, pour dire le chagrin de ces êtres. Et à la fin, c'est beau, c'est ce texte aussi au sujet de Franz qui lâche les vannes et où la barrière tombe aussi et lâche pour cette en phase finale. Là, j'ai trouvé ça magnifique. Non, je trouve qu'il y a vraiment une réussite liée à la progression de ce qui se fait. En douceur aussi, on voit mal dire « Ah, ça me rappelle mon grand-père !» en lisant la photo immédiatement. Oui, puis ça provoque un saisissement chez le lecteur. Il y a un saisissement chez le lecteur, on découvre ça. Et qui fait résonner le texte autrement. Enfin, on s'attendait à lire un roman historique et puis on n'a pas ça du tout. En fait, on est surpris par le... Parce que justement, l'histoire du personnage, elle est livrée déjà. Et pour moi, la vraie histoire, c'était comment ça va se raccrocher
à l'histoire personnelle. Et c'est ça la vraie découverte de ce livre, enfin pour moi. Oui. Bon, c'était pas un roman historique, c'est beaucoup trop mince de toute manière. C'est plus un roman, presque un Oui, roman qui prend l'histoire comme prétexte pour en faire un livre de deuil. La vraie raison, c'est d'abord mon grand-père et cet ami. Pour Franz, c'est presque un figurant en réalité. C'est pas un roman historique. Mais je crois qu'il y avait une question. Oui, j'ai une question. Est-ce que la figure d'Echnoz est présente à l'arrière-plan ou pas? Je pense à l'auteur des Éclairs, notamment, au roman des Éclairs, avec thématiquement d'abord, à cause de passages ironiques, à cause d'un pathos sans emphase, selon la formule d'Anne-Marie. Donc il y a une espèce de figure fantomatique, pour reprendre le terme du roman, qui m'a questionnée. Est-ce que... Non, je vais vous décevoir, mais je crois pas qu'il y ait de... Je ne connais pas assez bien Echnoz pour pouvoir dire qu'il a une influence. Peut-être un peu plus Michon, il y avait des parentés entre Michon et Echnoz. Tout à l'heure, avec les CT, les Seufus, etc., je repensais à Michon dans Rimbaud le Fils, je crois, qui écrit... c'est l'été et les grandes étoiles, ou quelque chose comme ça, enfin, une force de suggestion très forte du présentatif, mais pas directement Echnoz, non. Mais vous avez raison, il faut que je le lise davantage. Je n'ai lu que je m'en vais. Voilà. Les biographies sont très belles. Oui. Mais il n'y a pas l'émotion. Ça, c'est très différent par rapport à l'émotion. Les choses. Oui. Dans des Éclairs, il y a de l'émotion. Dans des Éclairs, la présence des pigeons, par exemple, ça c'est une émotion qui est transposée sur des animaux, mais l'émotion, elle est dans les 3 biographies, je crois qu'il y en a écrit 3 biographies qu'Echnoz a écrit, c'est dans des Éclairs qu'il y a plus d'émotion. Oui. Très à distance. A61, E31. Oh là. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui suis en voiture et donc il y a le GPS qui parle. Ah, c'est des autoroutes. Voilà, donc je suis désolée parce que je voulais dire par rapport à Echnoz, il y a 14 aussi qui parle de la thématique de l'aviation, etc. Puisque c'est l'histoire d'un aviateur qui se crache justement entre autres dans 14. Et ça fait partie de toutes l'évocation de l'époque et la question de la rambarde, c'est marrant parce que moi je trouve effectivement que ça évoque bien l'époque et ça m'a fait penser au tableau du balcon de Monet avec Berthe Morisot qui est assise sur ce tableau très très célèbre. Oui, puis d'ailleurs, il y a un moment où Franz est assis sur un banc public et regarde le balcon, la fenêtre de l'endroit où Emma habite, sans doute. On n'est pas trop sûr. Mais là, c'est plus le Grand Mône que j'avais en tête que des images de tableaux. Oui. Et est-ce que Franz vient du Grand Mône? Esthétique, non seulement la Tour Eiffel, mais effectivement la robe, ça évidemment, la fameuse robe. Oui. Alors, et les robes, parce qu'il y a la robe qui est sur le mannequin et puis la fameuse robe noire toute simple, effectivement. Alors, pour les robes, il y a une autrice qui a beaucoup compté pour moi qui s'appelait Michel Desbordes, chez Verdier, La Demande notamment en 99. Et Michel Desbordes a écrit La robe bleue sur Camille Claudel. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié à Michel Desbordes, en tout cas pour l'écriture beaucoup plus chargée de la passion de Franz en quelque sorte. C'est plus proche de l'écriture de Michel Desbordes. Et j'avais un peu à l'arrière-plan, on en avait parlé d'ailleurs avec Thomas, ce passage si fort dans Belle du Seigneur où Ariane se met à mettre les habits de sa sœur. Elle va en quelque sorte profaner ce qui est sacré à ses propres yeux. Parce que si cette robe est sur le mannequin, c'est aussi pour le moment où Franz est prêt à déchirer la robe pour avoir un mannequin de plus, pour pouvoir reprendre ses essais. Donc il s'agissait à la fois de montrer ce que Franz était prêt à faire dans son aveuglement d'inventeur, et de créer avec cette robe à la fois un effet de réel, parce qu'il est tailleur pour dames, il vend des robes, et une sorte d'effet de préfiguration du parachute. Parce que cette robe, qui est un tissu cousu pour quelqu'un qui n'est plus là, est un peu comme ce parachute cousu par Franz pour son ami Antonio. C'est un geste de tissu adressé à quelqu'un.
dans Belle du Seigneur, puisque vous en parlez, il y a un suicide, le suicide d'Isolde. Oui, vous avez raison, qui tombe de la fenêtre. Justement, elle saute par-dessus la rambarde, le balcon, et voilà, il y a la description de la chute aussi. Voilà. Oui. Enfin, je pense que ça, c'était peut-être pas forcément une référence que vous aviez présente à l'esprit. C'est un rapprochement personnel. Oui, mais bon, si le texte demeure présent à mon esprit, mais en tout cas, le motif de la chute m'était donné par l'histoire vraie. Mais oui, ça fait un écho avec cette page dans Belle du Seigneur. Mais tu parlais de gestes en tissu, et est-ce que tu nous as raconté tout à l'heure ce que tu avais dit oui, geste de tissu. Oui. Est-ce que pour la confection, c'est rose, non, c'est pour la confection du petit ballon là, qui est pour pour la petite fille, voilà. Ah oui. Pour Alice. Oui. Est-ce que oui, c'est parce qu'on parlait de Christian Bobin tout à l'heure. Christian Bobin. Est-ce que tu pourrais le dire ? Oui, Christian Bobin m'a adressé une lettre magnifique où il dit que pour lui les livres, quand ils sont réussis, c'est ce qu'il a écrit, il y a des guillemets, quand ils sont réussis, portent en eux-mêmes leur propre emblème. Et le petit emblème de mon bouquin, selon lui, c'est ce mouchoir confectionné par Franz pour faire sourire une enfant. Et le mouchoir est une version en quelque sorte inoffensive du parachute. Il prend un mouchoir, il prend un bouchon de champagne, il met 4 fils et il jette le mouchoir et là ça fonctionne. Parce que c'est adressé à une enfant et on est dans une chute heureuse. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Oui, c'est ça, oui. Quelque chose de plus... Non, c'était chouette qu'il ait trouvé, parce que... Où est-ce qu'il est ? On pourrait peut-être le lire, c'est pas ça, je si tu veux. C'est là ? Je sais pas, non. Oula, je sais plus où c'est. C'est le piège. Je vais essayer de le retrouver pendant qu'on discute. Bon, si tu veux bien. Moi, je ferais peut-être une question. Il y a 2 personnages qui sont pour moi des figurants, mais qui en fait se détachent du reste du livre. Ce sont les 2 témoins qui sont sur pas sur la rambarde, mais qui sont sur l'étage de la Tour Eiffel et qui sont associés aux parents et dont tu dis qu'ils ont été témoins et qui n'ont rien pu faire et qui vont rester ça. Et moi je me demande si finalement c'est pas le rôle du narrateur, parce qu'il ne désigne pas d'une certaine manière le narrateur qui peut faire quelque chose, à sa manière, un peu comme ce petit parachute réduit, enfin modèle réduit, mais avec son récit sauver quelque chose. Voilà. Non. Oui, je crois que c'est une illusion nécessaire, mais ça demeure une illusion de se dire qu'on peut essayer de sauver ou de préserver quelque chose dans cet autre tissu qu'est le texte. J'écris à 2 reprises « Les gens que nous aimons, nous ne pouvons rien pour eux ». Peut-être que le texte est une tentative désespérée pour faire quelque chose quand même, mais enfin, de même que le parachute ne s'ouvre pas, de même que le parachute ne change rien, le texte lui-même ne changera rien au fait que les gens qui sont partis sont partis. Mais ils sautent. Ils sautent. Et il y a effectivement peut-être dans ce « ils ont été » une consolation au sein du bilan, mais enfin ce qui reste est bien mince. Moi, j'aurais bien aimé lire ça quand même, parce que j'ai pas eu le temps de... J'aime beaucoup le fait que tu aies envisagé l'hypothèse que ça aurait pu réussir. Alors tu t'arrêtes sur un moment du film à la, je sais plus combienième minute, j'ai pas encore réussi à chronométrer pour arriver au même moment. J'ai visionné aussi plusieurs fois la chute. J'aimerais te laisser là-haut. Alors, tu vas dire, j'arrête le film. Ici, j'arrête le film, je ne veux plus voir la suite. L'arche de la Tour Eiffel, le ciel blanc, le point noir qui tombe. On est toujours sur le noir et blanc comme au début. Oui. Ça se répond aussi. J'aimerais te laisser là-haut, au moment où rien n'est écrit. Le parachute pourrait se déployer. Tu arriverais indemne. Tu serais acclamé. Le lendemain, les journaux parleraient de toi comme d'un héros. Le miracle pourrait avoir lieu. Et là, c'était, on me dit, page 93, il y a l'histoire du petit bouchon. Alors, je passe au petit mouchoir. C'est la bouteille, oui, le petit mouchoir. Alors, bon, c'est un moment où Franz pense avoir réussi quelque chose. C'est le seul essai qui... depuis la grange de Joinville. La grange de Joinville n'a pas été désastreux. Il est question de la petite Alice. Sa démarche manquait d'assurance. Elle tenait dans ses bras une bouteille de champagne, trop lourde pour elle. Vous n'auriez pas dû.
murmura Franz d'une voix émue. Il posa sa valise, retira son manteau, puis déboucha la bouteille. Un peu plus tard, alors qu'ils étaient tous assis dans le salon, il se pencha vers Alice et lui dit « Donne-moi le bouchon qui est là sur la table. » Il passa dans la pièce d'à côté, puis en revint avec du fil et une aiguille. « Tu prends ton mouchoir, tu fais 4 trous, là, au coin. Tu passes un fil comme ça, tu attrapes le bouchon et tu fais un nœud. Tu le jettes en l'air et il va se poser lentement. Regarde. » La fille, émerveillée, arracha le jouet des mains de Franz. Elle le lança à travers la pièce une 12aine de fois, sans jamais se lasser, rayant aux éclats. Hier encore, je voyais des collégiens qui me disaient « Mais il est vraiment triste, votre livre. » Et là, c'est l'un des seuls passages où il y a du rire. Oui, et alors, en fait, ce qui est important, c'est que après, il y a cette motivation, c'est pour Alice. Alice meurt, oui. Et elle montre son geste testament, en fait, c'est de montrer, elle aurait voulu avoir avec elle le petit mouchoir en forme de ballon. Et plusieurs fois, donc, sa mère et Franz disent « Alice l'aurait voulu ». Je crois qu'il y a cette phrase « pour Alice », et puis après « Alice l'aurait voulu ». Oui. Comme si on le faisait pour elle, ce geste de sauter. Et justement, les collégiens à qui je viens de faire allusion m'ont demandé hier ou avant-hier « Mais pourquoi vous faites mourir Alice ?» Et depuis lors, je me sentais coupable. Je me sentais déjà coupable, en fait, pour tout dire, formellement, esthétiquement, parce que donc Alice est un personnage fictif que je fais mourir, et effectivement, il y a une facilité à faire mourir un personnage de plus. Je distribue mes petites fatalités comme ça, et je pense que j'aurais dû trouver autre chose. Mais l'explication est personnelle, je veux dire. C'est quand même un livre aussi d'obsession, de hantise. Oui, voilà. Et là, il n'est pas question ni de mon grand-père, ni de Muriel, mais enfin, d'un enfant mort dans la famille. Et je crois que c'est ce scénario de l'enfant mort qui réapparaît ici. Donc c'est pas totalement il y en a un qui n'est pas mentionné alors. Dans Les Envolés, il y en a un qui tue, c'est le noyau. Oui, c'est vrai. Le noyau dur. Ouais, un fantôme de plus. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions les uns les autres? Ou d'autres remarques? Est-ce que nous avons fait le tour de ces rêveurs, de ces pris en plein vol, saisis en plein vol? Oui, on a dit aussi que c'était un poète. C'est un poète fou, ce personnage. Mais ils sont très contemplatifs, tous ces personnages. Moi, j'ai été très sensible à cette manière qu'ils ont tous de regarder le ciel, vous entendez les éléments, de regarder le ciel, les éléments. Peut-être une question. Bon, le ciel, les éléments, et on verra après. En tout cas, voilà, je trouvais que cette poésie, enfin, ils ont tous dans le regard le rêve, tous les personnages. Mais ce sont des envolés, tout simplement. Ouais. Il est certain que pour que Franz ait fait ce qu'il a fait, il y a eu chez lui un idéalisme tellement puissant, ou une folie dure ou douce, je ne sais pas, mais enfin quelque chose qui l'écarte, le met à l'écart de la vie sociale. Il est plus à l'aise avec des jeunes enfants ou tout seul sous un arbre à regarder les feuilles que dans la vie sociale. Et ça m'a été inspiré par la vue des photographies, où à chaque fois il a l'air inoffensif et rêveur. La première photographie que je décris dans l'Incipit, il a les yeux fermés sur l'image, et je trouve ça très beau, ses yeux fermés. Et il y a aussi un document qui est l'un des rares documents qu'on ait sur cet homme, c'est le testament qu'il a écrit la veille du saut, le 3 février. Et dans ce testament, on voit à quel point il s'exprimait difficilement en français. Et il y avait chez lui une marginalité dans la manière de parler, qui redouble ou prépare quelque chose comme ça, la marginalité créée par le rêve. Il n'a pas réussi à faire comprendre ce qu'il voulait faire, mais il n'arrivait pas non plus à se faire comprendre tout court. Et on apprend par ailleurs dans ce testament qu'il n'a pas de conjoint, il n'a pas d'enfant, il est vraiment tout seul. Et il demande que l'argent qu'il a soit légué à son employée Louise. Et c'est à la fois très triste et très beau d'imaginer cet homme tellement seul et tellement généreux que la personne à qui il pense pour héritière, c'est son employée Louise. Voilà, pour moi c'était un rêveur, un doux, un gentil. Oui, il y a quand même une question que j'ai, c'est sur les éléments qui étaient apportés par un tailleur pour dames au temps des aéroplanes. Oui. Et j'avoue que j'aurais aimé avoir le temps de le lire pour pouvoir comparer par rapport aux sources. Alors, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'invention et qu'est-ce qui est de l'ordre de
de cette histoire. Bien sûr. Alors, Un tailleur pour dames au temps des aéroplanes, c'est le titre d'un livre publié par David Dariulla, qui est, je crois, guide touristique à Paris, et qui a fait des recherches documentaires historiques sur cet homme. C'est un livre publié en livre électronique il y a quelques années, qui comporte des plans, des cartes, des documents, le testament, etc. C'est un travail d'enquête qui, évidemment, ne peut pas se permettre de fictionner comme je l'ai fait. Et ce livre a été une source précieuse que j'ai complétée par essentiellement les journaux d'époque. Parce que quand on lit une semaine de presse, on sent toute une époque, on sent ce qui préoccupe les contemporains. Et évidemment, il y a des documents, des interviews, des reportages. Quelqu'un est allé mener l'enquête dans l'immeuble où habitait Franz Reichelt et a interrogé la concierge. Et donc on apprend plein de choses. Voilà, je me suis nourri de tout ça. Il est certain que dans le livre de David Dariulla, il n'y a pas d'histoire d'amour, par exemple. Là, on entre dans le travail de fiction. Antonio Fernandez, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui était lui aussi tailleur pour dames, mais aviateur, et qui est l'un des premiers aviateurs à mourir aux manettes de son avion, en 1909, et quelqu'un qui a existé, qui a exercé le même métier que Franz au même endroit, au même moment, dans le même quartier de Paris, quoi. Personne ne sait si Franz et Antonio se sont connus. Mais dans l'univers fictionnel, je pose comme principe qu'ils ont été très proches et que, pour Franz, ce parachute, c'est la chose qui aurait pu sauver la vie de son ami mort. Il s'agissait pour moi évidemment de pouvoir déployer une intrigue. Là, on est dans la cuisine. Mais il s'agissait surtout de donner un sens à ce geste de l'invention. Le vrai Franz Reichelt participait à un concours avec une récompense financière en jeu. C'était peut-être que ça, sa motivation. Et j'avais envie qu'il y ait derrière ce geste si généreux, ce sacrifice, une démarche fondée sur l'amour, en fait. Et justement, j'ai une petite question. Alors, vous n'avez peut-être pas d'éléments de comparaison parce que c'est votre premier roman, mais est-ce que c'est pas difficile de partir d'un personnage historique qui a vraiment existé ? À quel moment, quand vous basculez dans la fiction, est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression de trahir votre personnage ? Je suis d'accord. Oui. Alors, il y a une difficulté technique qui consiste à faire coïncider un vrai calendrier et le calendrier interne d'une fiction. Et il y a aussi une difficulté morale. J'ai assisté il y a un peu à une conférence de Camille Laurence qui parlait du risque, selon elle, de l'offense faite aux morts. Et il y a une exigence éthique extrêmement forte qui lui interdit de s'approprier la vie d'une personne réelle, comme, je sais pas, Michon ou beaucoup d'auteurs, ou même les exofictions, comme on dit aujourd'hui, le font. J'ai conscience du problème moral, ça me perturbe, me préoccupe encore, mais je m'accommode avec ma conscience en me disant que ce qui reste aujourd'hui de Franz Reichelt, en général, c'est l'éclat de rire qu'on trouve sur Internet. C'est le fait qu'on avait là un crétin, une mort débile. Vraiment, quand vous allez sur Internet, c'est d'une violence. Comme le film est en noir et blanc, qu'il n'a pas de bande sonore, et que les images sont très anciennes, je veux dire, le nombre d'images par seconde n'est pas le même qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est un sketch. On a l'impression qu'il va rebondir quand il est au sol. C'est dit, là, oui. Un peu, Charlie Chaplin, quelque chose comme ça. Ça déréalise la situation, et on peut en rire. Il était certain pour moi que je voulais rendre hommage à cet homme, lui rendre son humanité, d'où aussi le tutoiement, lui rendre un prénom, en faire une personne, tout simplement. Donc oui, je l'ai trahi, j'ai déformé, j'ai inventé, mais au moins... Pour la bonne cause. Voilà, pour la bonne cause. Merci de trouver la bonne formule. Il s'agit de lui rendre hommage, d'attirer l'attention sur lui et de montrer qu'il est digne au minimum de notre respect, de notre empathie, de notre tendresse. D'ailleurs, il y a un autre acharnement, c'est cette double veuve. Ça, c'était inventé, c'est ça. On va lui redonner une mauvaise conscience. C'est inventé, cette histoire que la femme de l'une devient la compagne de l'autre. Alors, dans la mesure où la relation amicale entre Antonio et Franz est inventée, les conséquences de cette relation sont inventées aussi. Cela dit, à un moment, je reproduis tel quel un article de journal de l'époque, qui est celui qui annonce la mort d'Antonio Fernandez. Là, quand il est question de l'hôpital, de l'accouchement, etc., tout ça c'est vrai, au sens où, dans l'article de journal, on apprend que la veuve de Fernandez vient tout juste d'accoucher, qu'elle est encore à l'hôpital, et qu'on lui a caché ce qui est arrivé à son mari. Et le texte est reproduit tel quel. J'ai évidemment été touché par cette situation, et en même temps, le réel m'offrait un personnage disponible, une femme veuve, qui vient d'avoir un enfant, qui du coup réinjecté dans mon bricolage personnel pour devenir l'occasion d'une autre adresse
chez Franz. Au début, le parachute est adressé à Antonio, et ensuite il est adressé à la veuve. Parce que ce qui était un geste d'amour ou d'amitié pour Antonio devient un geste d'amour pour Emma, avec la mise en place d'une situation tragique, parce que dans la mesure où Emma a déjà perdu son mari à cause de l'aviation, elle n'a aucune envie de recevoir ce parachute qui la ramène en arrière, qui la fige dans ce statut de veuve à cause de l'aviation. Et donc le pauvre Franz, qui aime bien maladroitement, creuse l'écart entre lui et la femme qu'il aime, à mesure qu'il élabore ce parachute qui est destiné à Emma. Oui, cette offrande, elle est complètement rejetée, elle tombe complètement à côté. Enfin, ça, c'est très dur, c'est un passage. Non, mais c'est bien, c'est la beauté, c'est pas... Je sais pas, mais... Il faut pas s'excuser du fait que quelque chose... Je me sens un peu cruel à t'écouter, mais oui. Oui, mais moi, c'est ce qui m'a frappé par rapport à la cruauté. Mais c'est aussi là où on voit l'aveuglement de Franz, qui ne se rend même pas compte que son offrande est très mal accueillie par Emma, il ne se rend compte de rien. C'est un peu la recherche de l'absolu, quoi. Il est aveuglé par son rêve et il passe à côté d'une vie heureuse, tout simplement. Bien. Est-ce que, Anne-Marie, est-ce qu'on s'en tient là? Reste-t-il des remarques, des questions? Ou est-ce qu'on se dit au revoir et on se retrouve pour la prochaine séance? En termes d'enregistrement, 1h30, c'est pas mal. Parce que donc vous allez trouver l'enregistrement audiovisuel de cette séance sur YouTube prochainement, dès que le service culturel s'en sera occupé. Et puis le texte écrit d'Anne-Marie très prochainement sur Fabula, donc vous pourrez relire les principaux éléments de notre réflexion du jour. En tout cas, je souhaite vous remercier tous les deux. Merci beaucoup, Étienne, pour tout ce que tu nous as apporté, le plaisir que tu nous as apporté déjà par ce très beau livre, puis ta venue et toutes tes explications qui ont nourri vraiment ce moment très agréable de lecture. Et puis merci à toi, Anne-Marie, pour ce très beau travail d'écritage, d'analyse que tu nous as proposé.